bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre entretien hebdomadaire. Aujourd'hui, l'enseignement supérieur est à l'honneur et nous sommes au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal avec le coordonnateur national de cette institution, Monsieur Moussalo, le professeur Moussalo. Donc, bonjour professeur. Bonjour. Avec lui, on va revenir sur cette situation de crise. Et oui, cette situation de crise, depuis quelque temps, on ne parle que de ça et des mesures qui sont prises par les uns et les autres. Dans le cadre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle. D'ailleurs, beaucoup de gens nous réclament une émission sur cette formation professionnelle. Et nous comptons la faire. Aujourd'hui, vous avez exigé qu'on aille au niveau de l'enseignement supérieur, ce qu'on est venu faire avec le professeur Moussalo. La semaine prochaine ou dans 2 semaines, nous serons aussi au niveau de la formation professionnelle, car tous ces segments forment l'éducation au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, nous allons revenir avec lui toujours sur cette crise-là. Et oui, nous sommes toujours dans la crise, nous sommes toujours en guerre contre la COVID-19. Et l'UVS est un modèle de réussite de cette gestion de crise, on va dire. Donc, on leur a souvent reproché d'être trop virtuel. Aujourd'hui, tout le monde cherche à être virtuel, aussi virtuel que vous. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous réconforte dans ce que nous étions en train déjà de faire. Parce que l'UVS est une innovation, et quand on dit innovation, forcément, on dit incompréhension. Il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas ce qu'on faisait et on avait du mal à accepter peut-être notre modèle. Aujourd'hui, je pense que le contexte dans lequel nous sommes nous a quelque part donné raison. Mais comme j'ai l'habitude de dire, on aurait souhaité effectivement que ça nous donne raison dans d'autres circonstances. Voilà, parce que quand même, la pandémie n'est pas forcément une bonne chose, même si à toute chose malheur est bon. Et quand l'UVS, depuis le début de la pandémie, essaie de se positionner comme un acteur important dans la lutte contre la COVID-19, en mettant à disposition son expertise, aussi bien dans le domaine du e-learning, mais aussi dans le domaine des TIC de façon générale. Et là, comment vous gérez cette crise? Donc, ça veut dire que les activités de l'UVS ne sont pas du tout à l'arrêt? Non, les activités de l'UVS continuent. Parce que nous avons, si je prends sur le plan académique, donc sur le plan pédagogique, les activités qui se font en ligne continuent puisqu'elles ne sont pas impactées, il n'y a pas de présentiel. Donc, comme ça se fait à distance, elles continuent. Il n'y a que les activités qui nécessitent une présence physique des étudiants au niveau des espaces numériques ouverts qui ont été impactés. Et ce sont les examens particulièrement, les examens terminaux. Parce que même les contrôles continus se font en ligne. Voilà. Par contre, les examens terminaux se font présentiel au niveau des espaces numériques ouverts ou bien parfois même dans les lycées chez nos partenaires. Et là, effectivement, il a fallu les suspendre pour éviter le rassemblement. Pour éviter le rassemblement. Maintenant, les autres activités, notamment sur le plan, donc les ateliers, les conférences, tout ça, on a pu les tenir parce qu'elles se tiennent aujourd'hui en ligne sur nos plateformes. Et sur le plan administratif aussi, le personnel a continué à travailler, en privilégiant le télétravail. Donc notre personnel était déjà habitué à travailler en manipulant effectivement ces outils-là. Et aujourd'hui, on a vraiment mis à profit cette expérience-là pour que ce personnel s'approprie entièrement ces outils de télétravail. Et à part quelques activités ou tâches qui nécessitent la présence des personnels, de certaines catégories de personnel au niveau des bureaux, la majeure partie de nos personnels travaillent aujourd'hui à distance. Ok. Et vous avez parlé tantôt des examens qui sont un peu bloqués. Vous êtes quand même en train d'envisager de les faire en ligne.
si les examens en présentiel ne peuvent pas se faire? Donc, lors de notre conseil académique, qui est l'instance délibérante en termes de tout ce qui tourne autour des activités académiques, lorsque cette instance s'est réunie récemment, elle a donc validé la proposition consistant à mettre en place un dispositif d'examen à distance. Parce qu'on faisait déjà des examens en ligne, c'est-à-dire à partir de l'ENO, dans un intranet sécurisé où les étudiants sont dans l'ENO, mais ils font l'examen sur machine, mais dans un environnement sécurisé. Ok. Avec le respect de la distanciation, quoi. Oui, ça c'était avant. Maintenant, aujourd'hui, l'idée c'est qu'on puisse permettre à l'étudiant de rester chez lui et de faire son examen à distance. Mais effectivement, il faut un dispositif qui permette déjà de prendre en compte la connectivité de l'étudiant, mais qui permette aussi de prendre en compte la sécurisation pour s'assurer qu'effectivement c'est l'étudiant qui fait l'examen et que aussi on puisse prendre toutes les garanties pour qu'il ne puisse pas regarder à gauche ou à droite pour faire son évaluation. Voilà. Donc aujourd'hui, nos équipes sont en train, donc à partir du moment où le conseil académique a donné son feu vert, donc nos équipes sont en train de travailler sur ce dispositif-là qui nous permettra dans les prochaines semaines de pouvoir faire ces évaluations en ligne. En ligne. Ok. Nous avons invité un proviseur un jour qui nous a dit que eux ils utilisaient Google Classroom, donc voilà, et tout le package de Google pour faire leurs cours, continuer leurs cours pendant cette période. Et à un moment donné, il a même dit donc qu'ils font les devoirs et qu'ils ne seraient pas même contre le fait de faire des examens donc à travers avec ces outils-là. Aujourd'hui, vous pensez à un bac en ligne? C'est possible? Pourquoi pas? Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, c'est nous qui nous donnons des limites. Pour moi, la limite, c'est celle que nous fixons. La technologie nous offre toutes sortes de possibilités et d'opportunités. Maintenant, c'est à nous de les saisir, mais en prenant effectivement les garanties qu'il faut pour respecter le cadre réglementaire qui existe. Mais je crois que quand on regarde l'évolution des modèles d'apprentissage, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait avant en présentiel qui aujourd'hui peuvent se faire entièrement en ligne, à distance. Et autant on l'a fait pour les apprentissages, c'est-à-dire pour les cours, les TD, les travaux pratiques, pourquoi pas les examens. L'essentiel, c'est effectivement de tenir compte de l'environnement dans lequel on est. Et c'est pourquoi nous, en tout cas au niveau de l'UVS, nous avons toujours privilégié l'innovation, mais avec une contextualisation. C'est-à-dire tenir compte de l'environnement socio-culturel, mais aussi technologique dans lequel nous évoluons. C'est pourquoi nous adaptons énormément de choses à notre contexte, et c'est ça qui nous permet d'avancer. Et aujourd'hui, donc, sur ce plan-là, le Sénégal est en retard. Justement, par rapport aux autres universités comme l'UCAD et autres. Donc, aujourd'hui, normalement, avec cette virtualisation, entre guillemets, du monde, le rapprochement se fait normalement. Alors, le rapprochement, je dirais qu'il a toujours existé. Parce qu'aujourd'hui, l'UVS est peut-être l'université qui est la plus... avant même le contexte dans lequel on est, l'UVS a toujours été une université qui est en collaboration avec toutes les autres. Nous avons aujourd'hui un partenariat avec toutes les universités publiques et nous avons déjà eu à collaborer avec, de façon vraiment très très avancée, par exemple avec l'université du Sine Saloum qui a, depuis sa création, a utilisé le numérique pour aussi délivrer des enseignements. Effectivement, c'est presque une université virtuelle aussi. Bon, c'est pas une université virtuelle, c'est une université physique, mais qui utilise le numérique pour renforcer son modèle d'apprentissage. C'est la même chose pour l'université Amadou Mokhtar Mbow. Donc, ce sont des universités avec lesquelles nous travaillons déjà. Pour les autres universités, vous avez cité l'exemple de l'université Charles de Gaulle.
Mais Cheikh Anta Diop, en fait, c'est une université où l'enseignement à distance a existé depuis très longtemps. Effectivement. Avec l'EBAD notamment, qui est peut-être l'une des écoles qui a le plus, qui a fait beaucoup plus d'enseignement à distance que tout le monde ici dans ce pays-là. Mais maintenant, ce qui a changé par rapport à l'UVS, c'est que les établissements qui faisaient de l'enseignement à distance, que ce soit à l'UCAD ou à l'UGB ou ailleurs, le faisaient peut-être avec déjà une cible qui était plus professionnelle, mûre, c'est-à-dire au niveau master. Souvent, c'était les professionnels là, qui ont délivré ce type d'enseignement, mais en même temps aussi avec des effectifs réduits. Avec l'UBS, ce qui a changé, c'est que l'État du Sénégal a décidé de faire de l'enseignement à distance de masse, donc avec des nouveaux bacheliers en plus, donc des primo-entrants, donc qui, a priori, ne sont pas forcément mûrs pour, en tout cas, s'adapter à ce modèle d'apprentissage. Et je pense que c'était ça un peu le challenge par rapport à ce qui se faisait avant. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il fallait oser tout simplement, parce que d'autant plus que les étudiants s'adaptent facilement à ce modèle. Cette cible a été très réceptive. Et ça s'est répercuté au niveau des résultats? Oui, cette cible a été très réceptive. Déjà, je pense qu'il faut déjà considérer que nous sommes dans un environnement, en tout cas aujourd'hui dans un monde où les jeunes ils naissent presque avec les technologies. Effectivement. Donc ils sont déjà très habitués à cela. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils sont immédiatement aptes à s'adapter à ce modèle d'apprentissage. Parce que du préscolaire jusqu'au bac, ils ont l'habitude d'être dans un modèle dit transmissif. Donc, où vraiment ils n'ont pas forcément besoin d'une certaine autonomie pour apprendre, mais aussi un modèle présentiel où ils ont l'habitude d'avoir un enseignant en face. Là, nous sommes dans un modèle où on n'est plus dans du présentiel, on est à distance. Donc, l'étudiant, il reçoit son cours à partir d'une plateforme de formation. C'est-à-dire que toutes les ressources, les vidéos, même le prof qu'il avait l'habitude de voir en face, maintenant il le voit virtuellement. Effectivement. Après travailler des vidéos, etc. Mais les supports et tout, il a accès à tout un ensemble de ressources pédagogiques. Donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il a vraiment accès à l'information, à la connaissance. Mais ce qui a changé, c'est le modèle de transmission. Donc là, on lui demande un peu plus d'autonomie. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, en regardant un peu comment il se comportait, fait de sorte que l'étudiant qui arrive après le bac, on le prend 100% présentiel au début. C'est-à-dire qu'au départ, c'est des cours entièrement en présentiel, au niveau des espaces numériques ouverts. Pour ne pas les faire aboutir, en tout cas, les mettre directement dans cette étape d'apprentissage virtuel où ils ont du mal à s'adapter. Et ces cours 100% présentiels, c'est des cours qui concernent l'initiation à l'informatique. Parce qu'il y a effectivement des bacheliers aussi qui n'ont pas forcément eu l'habitude de manipuler l'ordinateur. Ils ont des cours de leadership, de développement personnel, donc des soft skills, de techniques de communication, d'expression. Et à partir de cette étape-là, après ils vont passer à une étape qui est mixte, où on va mixer le présentiel avec le distanciel. Donc l'objectif c'est quoi? C'est que on prend l'étudiant qui est habitué à un modèle transmissif et présentiel et on l'amène vers un modèle entièrement, on l'habitue progressivement, entièrement distanciel et où on a besoin quand même d'une certaine autonomie de l'étudiant et il doit aussi avoir l'habitude de faire de l'auto-formation entre guillemets. Parce que quand on fait du e-learning, à un moment donné aussi, il y a de l'auto-formation. Il faudrait que ce soit, l'étudiant doit se sentir beaucoup plus à l'aise dans le système et doit prendre une place beaucoup plus importante que dans un modèle en présentiel où il ne fait que recevoir en fait. Voilà. Donc, avec cette adaptation du modèle e-learning classique, effectivement, nos résultats, nous avons aujourd'hui en première année, les résultats en moyenne tournent autour de 64% de réussite en première année.
En deuxième année, on est à 80%. En troisième année, on est à 89%. Donc, ce qui veut dire quand même que ce sont des résultats encourageants. Par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, chers téléspectateurs, on a l'habitude de voir des résultats qui tournent autour de 30%. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que c'est un modèle de réussite que nous avons ici. Et je vous rappelle que nous sommes avec monsieur Moussa Lo, le professeur Moussa Lo, qui est le coordonnateur national donc de l'UVS, qui est en train donc de réussir une prouesse. Aujourd'hui, on a vu la télévision qui est aussi utilisée pour ces apprentissages de masse pendant cette crise. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est toujours dans le cadre de ce modèle UVS? Est-ce que vous pensez que par rapport à la tranche d'âge, donc à qui elle est destinée, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense que la télévision est un média comme un autre. Alors que nous, quand je prends l'exemple de l'UVS, nos cours sont accessibles aussi bien à partir d'un ordinateur qu'à partir d'une tablette, qu'à partir d'un smartphone. Nos étudiants, quel que soit l'endroit où ils sont, à partir du moment où ils ont une connexion Internet, avec un smartphone, ils peuvent accéder à nos cours. C'est pourquoi on parle de phonique fofla. La télévision est un média qui est plus accessible peut-être que l'ordinateur. Parce que dans la plupart des familles, il y a un téléviseur qui est disponible. En tout cas, c'est plus disponible qu'un ordinateur avec une connexion Internet. Donc, c'est peut-être déjà un avantage par rapport à l'ordinateur. C'est aussi, la télévision, c'est aussi un média que je considère comme facile. C'est-à-dire que allumer la télé, regarder une émission, je pense que c'est à la porte de tout le monde. Effectivement. Maintenant, quand c'est effectivement pour éduquer, il y a une façon aussi de faire passer le message. C'est là où c'est important de faire de la technopédagogie. Et c'est là où interviennent les spécialistes de l'enseignement à distance. Parce que un cours qu'on a l'habitude de faire en présentiel devant les élèves, lorsqu'on le fait via un média comme la télé, ce n'est pas la même façon de transmettre. Effectivement. Parce qu'ici, on transmet peut-être que déjà la durée ne sera pas forcément la même, mais aussi les messages qui sont passés ne sont pas forcément les mêmes. Le jeune élève qui est en face, il n'est pas aussi réceptif que celui qui est en présence de son prof. Donc il y a tout un ensemble de paramètres qui... L'environnement qui n'est pas le même, avec la famille qui est parfois à côté. Grâce. Exactement. Et c'est pourquoi c'est important effectivement que quand on passe de ce modèle classique présentiel vers des modèles où on utilise les outils, que ce soit la télé ou en tout cas l'ordinateur, d'avoir des spécialistes en technopédagogie qui vont aider l'enseignant à scénariser le cours, parce qu'il y a tout un travail de scénarisation à faire pour que le cours devienne accessible aux élèves, aux apprenants. Effectivement. Monsieur le coordonnateur, donc aujourd'hui, l'éducation nationale est beaucoup plus touchée que l'enseignement supérieur, l'éducation nationale et la formation professionnelle. Est-ce que c'est parce que c'est les domaines qui utilisent le moins l'outil informatique, c'est-à-dire le numérique, ou bien est-ce que c'est dû à l'âge? Bon, je pense que l'éducation nationale a quand même déjà l'habitude d'utiliser le numérique. Aujourd'hui, parce que l'initiative Apprendre à la maison qui a été initiée par le ministère de l'Éducation nationale, c'est une initiative qui s'appuie sur l'existant. Parce que l'éducation nationale était déjà dans le numérique éducatif depuis longtemps. Maintenant, c'était pas forcément très développé parce que peut-être que les gens ne sentaient pas forcément le besoin. Comme j'ai l'habitude de dire, on a plus tendance à utiliser le numérique comme une alternative que comme un élément du système.
Et c'est peut-être là où il faut qu'on change. C'est-à-dire qu'on a toujours l'habitude de prendre le numérique comme une alternative. C'est-à-dire qu'on est là, dans un environnement où, tant que ça fonctionne, le numérique est considéré comme quelque chose à part. On va le prendre que peut-être si on est bloqué. Donc aujourd'hui, je pense que le contexte dans lequel nous sommes nous a montré que le numérique doit être une composante essentielle et à part entière du dispositif de formation et d'apprentissage. Et je pense que c'est là où la Covid, en tout cas 19, va aider à changer de paradigme. Je suis sûr qu'à la sortie de cette crise-là, tous les ordres d'enseignement vont prendre la mesure de la chose et vont prendre le numérique éducatif comme une composante essentielle. Que ce soit la formation professionnelle, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'enseignement supérieur. Voilà. Pour la formation professionnelle, aujourd'hui, nous avons par exemple un lycée qui est le lycée François-Xavier John de Thiès, qui dès le départ nous a saisis pour les accompagner, pour permettre la continuité du service après, une fois que la suspension des enseignements a été actée. Et récemment, effectivement, donc notre ministère aussi a été saisi par le ministère de la formation professionnelle pour solliciter que l'UVS puisse aussi accompagner le ministère de la formation professionnelle. Et nous avons, notre ministère a répondu favorablement et nous a mis en relation avec le ministère de la formation professionnelle, qui siège dans notre conseil aussi d'administration. Et ça aussi c'est important de le souligner. L'UVS compte comme membre de son conseil d'administration un représentant du ministère de la formation professionnelle, un représentant du ministère de l'Éducation nationale, un représentant du ministère de l'économie numérique, au-delà du ministère de l'économie et des finances. Et donc ce qui veut dire que déjà, dans notre dispositif organisationnel, tous ces ordres d'enseignement sont représentés et connaissent déjà ce que l'UVS fait. Et du coup, la collaboration avec ces ordres d'enseignement pour nous est déjà établie. Donc, on va bientôt arriver au terme de cette émission, mais il y a des étudiants qui nous ont interpellés. Donc, depuis 2 ans d'ailleurs, on a eu des questions sur nos plateformes au niveau de Facebook et sur également YouTube. On a eu des questions de ce genre qui nous demandaient, donc qui nous disaient plutôt que avec l'UVS, est-ce que après ce diplôme-là est reconnu par tout le monde? Voilà, donc est-ce qu'ils peuvent avoir facilement un travail avec ce diplôme de l'UVS? Alors, je voudrais d'abord en profiter pour vous informer que nous venons de recevoir l'avis favorable de l'Autorité nationale d'assurance qualité pour l'enseignement supérieur par rapport à l'habilitation institutionnelle. L'ANAPSUP, qui est vraiment un label pour dire que c'est un label qui est demandé, en tout cas qui est aujourd'hui recherché par toutes les institutions, que ce soit l'enseignement supérieur public ou privé, parce que ça veut dire tout simplement que les standards de qualité qui ont été définis par le Sénégal, l'UVS les respecte. Et c'est suite à un processus qui a été long pour arriver à ce stade-là. Donc, ce qui veut dire déjà que sur le plan institutionnel, nous n'avons vraiment pas de problème à ce point de vue-là. Maintenant, je comprends les étudiants quand ils posent cette question, parce que on leur a toujours fait comprendre que quand c'est virtuel, ça ne peut pas, voilà, les diplômes virtuels ne sont pas reconnus, etc. Mais bon, ça c'était, je pense que la plupart des gens qui le disaient, ils savaient même pas de quoi ils parlaient. Mais aujourd'hui, le Sénégal a fait un choix de dire que les diplômes qui sont délivrés aussi bien dans les publics que dans les privés sont d'égale dignité, mais aussi que ceux qui sont délivrés en présentiel ou à distance sont d'égale dignité. Voilà. Et nos diplômés, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui des étudiants qui ont la licence à l'UVS, qui sont en train de faire des masters dans d'autres universités. En France, moi j'en ai vu, je pense au Maroc, en Russie, etc. Et donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il n'y a aucune difficulté pour un étudiant qui a un diplôme de l'UVS d'aller s'insérer ailleurs, en tout cas à d'autres universités. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des étudiants qui ont fait les concours nationaux. L'école l'ENA, la FASTEF. Nous avons des étudiants aujourd'hui qui sont
des professeurs de collège ou de lycée en mathématiques. Nous avons des étudiants qui sont aujourd'hui dans des structures privées, dans les structures publiques, avec le diplôme qu'ils ont obtenu à l'UVS. Voilà, donc vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter de ce point de vue-là. Mais c'est tout à fait légitime que les étudiants se posent cette question. Moi, je me rappelle, j'étais à l'UGB dans les années 90, c'était la même question que les gens se posaient. Est-ce que les diplômes de l'UGB sont reconnus, etc. Oui, effectivement. 25 ans après, je pense que cette question ne se pose plus. Mais bon, voilà. Mais vraiment, pour les assurer, il n'y a aucune difficulté de ce point de vue-là. Les diplômes sont reconnus, ils peuvent valablement s'insérer sans problème et faire tout le concours qu'ils souhaitent. Et d'ailleurs, nous venons récemment de signer avec le CAMES, qui est quand même l'organe d'habilitation au niveau africain, malgache, qui regroupe 17 pays. Le CAMES, le secrétaire général du CAMES, nous l'avons invité ici au mois de mars dernier. Quand il est venu, il était quand même impressionné par ce que nous étions en train de faire. Et il a dit, on va travailler ensemble pour que dans le plan stratégique de développement du CAMES 2020-2022, que vraiment que l'UVS puisse accompagner le CAMES avec l'UVCI, qui est notre sœur qui est en Côte d'Ivoire, pour promouvoir le numérique éducatif dans l'espace CAMES. Voilà, donc je pense que ça aussi, ça doit les rassurer. Donc c'est l'expertise qui va plus se limiter au Sénégal, mais qui sera exportée dans tous les pays africains. Donc en tout cas, c'est bien, nous vous félicitons et vous remercions au nom de tous les Sénégalais pour ce travail que vous êtes en train de faire. Mais aujourd'hui, la dernière question que je vais vous poser, c'est nos autorités font tout pour qu'il n'y ait pas d'année blanche ou d'année invalide. Mais aujourd'hui, si au niveau donc de l'éducation nationale, si on devait en arriver là, est-ce que cette année blanche ou cette année invalide impacterait sur le travail de l'UVS? Alors, pour répondre à votre question, moi je préfère ne même pas y penser. Parce que je pense qu'à partir du moment où le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur, on l'a entendu hier, ils ont affirmé que toute année blanche est exclue. Je pense que nous devons tous accompagner cela et aller dans ce sens-là. Donc pour moi, c'est un scénario qui n'est même pas envisageable. Voilà, donc vraiment, ça c'est ma position par rapport à cette question. Je pense qu'à partir du moment où le gouvernement se met dans cette position-là, il n'est même pas envisageable d'avoir un autre scénario. Voilà. Vous avez tout à fait raison, monsieur le coordonnateur, et nous vous félicitons et vous remercions au nom de tous les Sénégalais. Donc, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. On va juste lui permettre de dire un dernier mot. Le dernier mot, c'est donc vous remercier par rapport à cette invitation à participer à cette émission. M'avoir donné cette opportunité de parler de l'enseignement supérieur, mais surtout de l'UVS et de l'enseignement à distance. Et en profiter pour peut-être lancer un message aux populations, et particulièrement à la communauté estudiantine, par rapport à la lutte contre cette pandémie-là, que chacun comprenne que c'est une lutte qui n'est pas une lutte dévolue seulement à l'État ou au personnel de santé, mais que c'est de façon individuelle et collective que nous allons y arriver. Voilà, je pense que c'est peut-être là le mot pour moi, en tout cas vraiment que je souhaiterais placer pour terminer l'émission. Souhaiter qu'on puisse rapidement arriver à la fin de cette pandémie pour permettre à notre pays de retrouver son train-train habituel. Effectivement. Donc on va dire permettre au monde entier de retrouver sa liberté. Parce que malheureusement, nous avons perdu notre liberté. J'ai trouvé ici un dispositif important, donc pour des mesures barrières. Et voilà, il est là aussi avec nous, avec son masque à côté, qu'il va remettre certainement. Donc voilà, juste le temps de faire l'émission en respectant la distanciation physique, n'est-ce pas, ou la distanciation sociale exigée.
Et nous vous remercions aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pendant tout ce temps. Et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre entretien hebdomadaire.